BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, la deuxième partie de votre De quoi je mêle. On est là tous les week-ends, vous le savez, sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur YouTube, sur la chaîne Tech & Co, bref, un peu partout, en audio, en vidéo, avec Nicolas Lelouch qui est avec nous. Salut François. Pour ce De quoi je me mêle. Et puis Anthony Morel, bien évidemment. Salut les amis. Deuxième partie, après avoir parlé longuement de l'IA, je vous invite maintenant pour ce deuxième chapitre de quoi je me mêle, eh bien de revenir sur voilà, ce qui est en train de se tramer chez Apple, non sans douleur visiblement et larmes. Hein. Ça a l'air compliqué cette histoire. Vous savez que on en a déjà parlé ici. Apple travaillerait sur un masque de réalité augmentée, enfin de réalité mixte, hein. C'est-à-dire qu'on aurait les deux technologies. L'actualité, c'est que voilà, tout ça semble se caler. Anthony, Nico, qui veut commencer là-dessus? Parce que, en plus, l'actu toute fraîche, c'est qu'on connaît la date de la prochaine WWDC. Oui, donc par la même occasion, probablement la date d'annonce du casque. Hein. Ça fait 3-4 ans qu'on en parle, 3-4 ans qu'il y a des rumeurs comme quoi ça va être annoncé cette année. Je pense que c'est la première fois qu'à 3 mois de son annonce, à peu près toutes les sources fiables s'accordent sur le fait que ça sera la WWDC. Donc la date, ça serait le 5 juin. C'est la date de la prochaine grande conférence d'Apple. Et en effet, il y a ce casque de réalité mixte qui intrigue autant qu'il inquiète. C'est un petit peu le sentiment qu'on a avec ce produit. J'ai envie de dire que c'est pas forcément mauvais signe. Hein. Tous les nouveaux produits, l'Apple Watch avant son lancement, tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça le monde, ça peut fonctionner. Au final, c'est devenu même un carton avec le temps. L'iPad au début était assez décrié. Enfin, L'iPad, c'était très dur de comprendre à quoi ça servait. On le voyait comme un grand iPhone et il n'y avait pas forcément d'intérêt pour beaucoup. Donc faut pas forcément voir justement cette inquiétude comme le signe que Apple est sur le point de faire une erreur. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a rarement eu autant de scepticisme au sein des rangs d'Apple. Il y a eu un article du New York Times de cette semaine qui a pu avoir accès à pas mal. Je crois qu'ils ont eu accès à 8 employés d'Apple qui ont accès au casque, qui le connaissent. Enfin, 8 ex-employés d'Apple maintenant. C'est 8 employés et ex-employés. Il y en a aussi des anciens là-dedans. Parce qu'il y en a qui sont partis du projet en plus. Hein. Ouais, c'est ça. A priori, bon, après, ça, c'est la vie d'une entreprise. Déjà, ce qu'on apprend, c'est que le projet, il y a eu plein de gens qui sont partis, que le départ de Jonathan Ive, il a eu un gros impact sur le projet. Le premier, c'est que à l'époque, ça devait être un casque autonome, c'est-à-dire juste on le portait, ça suffisait. A priori, ce qui va sortir, c'est pas un casque autonome, hein, c'est un casque relié à un boîtier qu'on devra mettre dans sa poche ou à la ceinture, qui va s'occuper de la puissance, de la batterie. La batterie serait déportée et serait accrochée en fait à la ceinture. C'est pas très Apple, quoi. Ce qui est pas très Apple, mais ça permettrait peut-être un peu de confort. Exactement. Moi, je pense que l'intérêt, c'est si ça te permet de faire du sport sur Apple Fitness Plus, parce que du coup, le truc est léger sur la tête. Ça a un intérêt. Maintenant. La Gen 1, ok, il ne faudra pas faire ça en Gen 2. Hein. Là-dessus, il va falloir trouver une solution. Ils ont le droit de lancer un truc qui n'est pas encore miniaturisé, mais c'est quand même assez étonnant comme produit. Bon, en tout cas, il y a eu plein de débats là-dessus. Et ce que nous dit le New York Times, c'est que autant quand le casque a été montré pour la première fois il y a quelques années au Top 100, le Top 100 c'est le groupe de leaders d'Apple les plus puissants, tout le monde était hyper emballé. Et là aujourd'hui, tout le monde regarde le produit qui est pourtant fini en se disant dans quoi on se lance. Ils ont du mal à comprendre en fait comment ce truc peut devenir un hit. Il y a un chiffre qui est un nombre qui est donné par le New York Times qui pour moi est assez édifiant, qui est qu'Apple s'attend au max à 500 000 pièces vendues sur cette première année. En comparaison, les iPhones, c'est des centaines de millions quasiment. Enfin, on s'approche de 100 millions facilement. Donc, c'est quand même hyper étonnant de voir Apple bloquer justement là-dessus à quelques semaines de l'annonce d'un produit. Avec une stratégie qui serait peut-être un peu différente. Alors, ce que disait aussi la presse américaine qui avait l'air assez bien renseignée, c'est que la stratégie, alors peut-être par dépit, parce qu'effectivement, on est très très loin du potentiel de vente d'un iPhone ou d'un iPad, ce serait d'avoir une stratégie un peu à la Apple Watch, c'est-à-dire où la première génération de la montre, finalement, c'était pas tellement vendu, enfin, c'était des chiffres relativement modestes, parce que aussi la première génération de montres faisait pas grand-chose, mais que au fil des années et des évolutions technologiques, on a ajouté des briques technologiques, notamment liées à la santé, qui ont augmenté son intérêt et qui ont fait que c'est devenu un produit, sinon mainstream, au moins beaucoup plus vendu. Et là, même chose, c'est exactement ce que tu disais sur la génération 1, on pourra peut-être accepter quelques défauts de conception, de design, etc. Mais sur la génération 2, effectivement, si elle est plus légère, si elle répond
s'il y a des killer apps aussi, et ça va être très très important d'embarquer les développeurs dans cette aventure et pour qu'ils nous expliquent en gros à quoi ça va servir ce casque, parce que c'est ça aussi le truc, et ben là il y aura peut-être du potentiel, mais c'est vrai qu'on part pas avec le potentiel qu'on avait au début pour les iPhones. Et alors moi j'ai appris, petite parenthèse, parce qu'il y avait des trucs très très intéressants là, dans cet article. Il y avait New York Times et Financial Times qui ont sorti, et Bloomberg aussi, qui ont tous sorti là-dessus. C'est les petites réunions en catimini où ils présentaient le casque à quelques personnes. Tu sais comment ils appellent ça ? Les réunions Fight Club en interne, parce que la règle du Fight Club, la première règle, c'est que tu ne parles pas du Fight Club, et je pense que les salariés d'Apple auxquels on montrait le casque, il valait mieux pas qu'ils parlent du casque. Tu vois. Les réunions Fight Club, j'aime beaucoup. Mais ça existe pour tous les nouvelles gammes de produits chez Apple. Hein. Je crois que c'est le top 100 du management qui, à un moment précis, se réunit en tout. Ça, c'est les réunions Fight Club. En toute conférence. Et ensuite, c'est à 3-4 personnes. Voilà, c'est des gens qui bossent sur iOS. On va leur dire, voilà, on te montre le produit pour voir comment tu peux bosser toi aussi de tes côtés sur des intégrations. C'est aussi le fonctionnement d'Apple qui est comme ça, qui est que quand on bosse sur un projet, on n'a pas accès aux autres. C'est pas parce que on est responsable du développement d'iOS qu'on connaît le design du prochain Mac. Et bien sûr. Et donc sur le cas, c'est un projet vraiment secret et fermé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes à l'Apple Park qui ne savent pas ce qui sera montré le 5 juin. C'est clair. Mais quand tu as le top 100, ça veut dire quand même que le produit est ready for prime time, donc prêt à être présenté pour le grand public. En tout cas, moi perso, j'ai pas envie de bouder mon plaisir. Parce que je me dis, Apple se lance dans une nouvelle aventure. Bon, déjà, il faut avoir le courage de le faire, même si Apple... Surtout la VR. Tous les indicateurs sont au vert, etc. Franchement, connaissant l'exigence d'Apple et la qualité de leurs produits, on va se prendre une claque dans la figure. Oui, c'est certain. Hein, c'est certain. Et voilà, donc ne boudons pas notre plaisir, on va voir ce que ça donne. Évidemment, ça ne sera pas parfait. Évidemment, on annonce un prix de $3000 pour ce masque-là. Qui va l'acheter ? Mais finalement, c'est le point de départ d'une histoire qui va durer peut-être plusieurs décennies. Absolument. Donc, bon, voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Donc franchement, moi je suis pas aussi dur que vous. J'attends. Je vais voir. Tu as raison, je suis d'accord. Moi aussi, on a tous envie de le tester de toute façon. Et oui, je précise pour ceux qui nous regardent, parce que c'est vrai qu'on fait tourner des images, que c'est absolument pas des leaks ou quoi que ce soit. C'est vraiment des concepts qui ont été imaginés par les internautes. C'est des concepts basés quand même sur notamment dans le New York Times et Information, des employés ont montré des dessins qui correspondent aux produits et on décrit justement quelque chose qui ressemblerait à un masque de ski qui serait beaucoup plus fin qu'un casque Quest et qui aurait un arceau, je crois, façon AirPods Max. Donc c'est complètement cohérent avec la description qui est faite. Après, évidemment, ça, c'est pas des vraies images, hein, c'est certain, c'est bien de le préciser. Mais ce qui est hyper intéressant, effectivement, alors on avait déjà eu l'occasion d'en parler la semaine dernière ou il y a 15 jours, donc je vais pas m'épiloguer là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment le point, quand on s'intéresse à la tambouille interne d'Apple, comme c'est un peu notre cas à tous, c'est le fait que ça ait mis au jour un choc des cultures en fait à l'intérieur d'Apple, entre d'un côté les ingénieurs, de l'autre côté les designers, qui sont quasiment un état dans l'état, avec d'un côté Tim Cook et les ingénieurs qui veulent pousser la sortie du produit en disant c'est bon, ça fait 8 ans qu'on bosse dessus, maintenant faut qu'on ait, enfin voilà, c'est peut-être pas parfait, mais il faut quand même qu'on ait un produit commercial à présenter. Et puis les designers qui disent non, tant que ça ne sera pas absolument parfait, et qui sont pas du tout fans justement de l'histoire de la batterie avec un fil, machin, qui est effectivement un peu éloigné de la culture d'Apple telle qu'on a l'habitude, avec des produits qui sont extrêmement épurés, parfaits d'un point de vue design. Là, on n'aura probablement pas ça. Les designers disent non, il faudrait attendre en gros que la miniaturisation des composants permette d'avoir un casque qui ferait la taille de lunettes globalement, mais ça il faut 5 ou 10 ans. Donc forcément d'un point de vue commercial il y a un clash. Mais c'est intéressant de voir que voilà, chez Apple il y a ces tensions-là. Il y a ces tensions-là, et puis bon, pour Tim Cook qui est pas en fin de parcours, mais bon voilà, il va pas rester indéfiniment à la tête d'Apple. Aujourd'hui ça a été un excellent soutien des gammes de produits qui existent, et on sait avec quel talent il a réussi à faire, faire progresser le business d'Apple. Mais malgré tout, il faut bien que, à côté de son portrait dans le grand couloir d'Apple qui mènera au nouveau PDG, il faut qu'il y ait en dessous, la VR a commencé sous l'ère de Tim Cook. Et je pense que lui aussi a envie, comme Steve Jobs a révolutionné plein de choses, lui, il a envie de se dire, écoutez, moi, je veux être aussi l'acteur de cette révolution de chez Apple. Et après, c'est de l'ego, peut-être, mais aussi, c'est peut-être sa conviction. Il a toujours dit depuis des années,
La réalité augmentée. La réalité augmentée, on y croit. Voilà, c'est très intéressant. Il a toujours dit des trucs comme ça. Il n'a jamais dit on va y aller. Il a toujours dit c'est quelque chose qu'on surveille, qu'on regarde, qui nous intéresse, qui est incroyable, etc. etc. Donc voilà, il y a aussi tout ça. Et ça fait partie de l'héritage aussi. Ça fait partie de l'héritage d'Apple. Il se dit qu'il ne peut pas partir tant que le truc est pas lancé. C'est évident que c'est son projet principal depuis plusieurs années et que c'est aussi pour ça qu'il le pousse. Je pense qu'il faut qu'il soit là au lancement. Il faut qu'il soit là aussi à la stabilisation du produit. Oui, non, mais il doit être là pour la deuxième génération, pour le modèle moins cher. Enfin, il est encore là quelques temps. C'est vrai que si tu réfléchis, il y a que finalement dans les nouveaux produits Apple, il y a que un nouveau produit qui a vu le jour sous Tim Cook, c'est l'Apple Watch 2014. Sinon tous les autres, ça datait de l'ère Steve Jobs. Donc et les AirPods qu'on peut mettre en petit bonus, qui pour moi, au vu du succès, quand même, sont une catégorie notable. Mais dans les c'est vrai que si on compare, les 10 dernières années de Steve Jobs aux 10 premières années de Tim Cook, la différence en termes d'innovation, elle est plus petite. C'est certain. Alors, on verra. Juste une chose pour terminer sur les masques de réalité mixte. On parle beaucoup d'Apple, évidemment, de Meta, etc. Mais cette semaine, j'ai reçu une start-up française qui est sur ce sujet et qui fabrique. Et ben alors, tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que est-ce que tu connais Lynx ? Ça me dit rien. Et ben voilà. Comme un lynx, comme l'animal. Tu les connais ? Oui, j'étais allé les voir il y a un an. Alors, ils sortent leur casque là de réalité augmentée, enfin de réalité mixte, plus précisément. Rien à voir avec la console, la Lynx à l'époque. Non, dont les plus vieux se souviendront. Incroyable. Entre la Game Gear et la Game Boy portable. Ouais, t'avais la Lynx. Un truc de fou, vraiment. Elle a jamais tellement fonctionné. Non, mais elle était géniale à l'époque, écran couleur, enfin c'était un truc de fou. Nicolas était même pas né à l'époque. Bah oui. C'est ça qui est horrible. Donc, pas du tout de quoi vous parlez. Le Lynx R1, qui est en fait un casque de réalité mixte, il est déjà disponible, il sort là, ces jours-ci en France, et le fondateur de cette boîte est venu dans Tech & Co, et il m'a confirmé qu'Apple travaillait là-dessus, parce qu'il me dit, vous savez, on est dans un monde qui est tout petit, tout le monde sait ce que fait les autres. Il m'a dit que Samsung prévoyait un truc pour la fin de l'année. Donc, Samsung va rentrer dans la bataille de la R et de la VR. Apple, ils sont dans les starting blocks. Okay. Il m'a confirmé toutes ces tensions qu'il y avait au niveau de la direction, parce qu'il y en a certains qui voulaient attendre et d'autres qui disaient non, maintenant il faut le sortir. Et ce que je trouve de fou dans cette histoire-là, c'est que Lynx sort un produit qui ressemblerait visiblement à toute la nouvelle génération de ces casques et personne n'en parle. Donc je t'invite à un peu creuser là-dessus. Nico, ça serait bien aussi de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. J'ai pas eu l'occasion de tester le produit, mais je l'ai vu. Il est très innovant. C'est un produit un peu comme une visière que tu peux il y a une visière qui se remonte. Donc là, si tu veux, tu vois le monde qui t'entoure. Tu baisses la visière et là, tu te retrouves avec un système, si tu veux, immersif, où tu as des écrans qui sont devant tes yeux. Et là, eh bien, tu as des informations qui s'affichent avec des caméras qui vont projeter dans l'écran ce que tu vois véritablement, avec en plus d'informations. Et c'est eux-mêmes qui conçoivent les applications, parce que ça va être ça le nerf de la guerre, tu vois. Quand celui d'Apple va sortir. C'est sous Android et c'est les applications Unity qui appellent les développeurs à concevoir des jeux en réalité mixte. Mais après, comme c'est du Android, comme le Quest, les applications du Quest peuvent être portées dessus. J'espère pour eux que ce ne sera pas le Arcos de l'iPad, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, mais je leur souhaite plus de succès que ça. Je veux dire, pareil, ils ont Qualcomm derrière, qui aide beaucoup. Ils croient beaucoup en eux, donc ça peut les aider. Ouais, bien sûr. Et enfin, le gars, je vous invite à le rencontrer, à l'interviewer. Il est passionnant. C'est un jeune homme qui a 28 ans, qui a la tête de ce truc-là. Ils ont déjà levé beaucoup d'argent. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que personne ne les connaît. Nous-mêmes, nous ne les connaissons pas. Moi, je suis tombé par hasard en surfant sur le web. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce masque français là? On a un peu creusé, on les a reçus et c'est passionnant, mais c'est fou quand même. Et c'est aussi assez, comment dirais-je, révélateur de notre problème à nous. On fait des trucs incroyables, mais personne ne le sait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. T'as raison. Enfin bref, on va faire ma parenthèse, communique plus aussi, parce que attends, c'est pas normal. Ouais, mais c'est une petite boîte d'ingénieurs. Ils ont la tête dans le guidon. Ils sortent leurs trucs, mais ils savent pas faire. Bah ouais. Ils savent pas. Mais moi, je demande qu'à découvrir. J'étais allé moi dans leur bureau. On a un reportage dans leur bureau pour voir justement les laboratoires où ils fabriquent les optiques sur le YouTube de Numérama. Et c'est vrai que ça fait vraiment très start-up. Tout est très petit et ils ont beau avoir l'intérêt de Microsoft, de Qualcomm, de toutes les grosses entreprises américaines. Derrière, au final, on parle pas beaucoup d'eux en Europe. Et je trouve, comme François, que c'est vraiment dommage. Et j'espère pouvoir tester rapidement le Lynx R1 et voir ce qu'il a dans le ventre. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on dit tout le temps, en Europe, on est nul, on
a raté le virage du cloud, on a raté le virage de l'IA, etc. Là, les gars, on a peut-être une boîte, alors qui est toute petite, qui fait un truc. Le masque existe, il est beau, machin. Attendez. François, voilà, allons-y. Peut-être qu'on peut avoir une place. Souveraine dans ce domaine-là. Non, mais bravo, et voilà. On peut espérer pour eux que l'annonce d'Apple va booster leur notoriété, parce que j'imagine qu'un peu à l'image de ChatGPT dans Nice Matin, le jour où Apple ils prient pour qu'Apple sorte ce truc-là, pour qu'on puisse peut-être s'intéresser un petit peu plus à eux. Mais je trouvais que même nous, dans notre milieu de journalistes, qu'on soit pas au courant de ce qu'ils font, et que moi je sois tombé par hasard, c'est qu'il y a un problème. C'est clair. Enfin, c'est fou. On referme la parenthèse. Donc pour la R, on est bon. Qu'est-ce qui nous reste dans l'actu? Donc TikTok, évidemment, toute l'actualité autour de TikTok. Et voilà, pour les fonctionnaires de certaines institutions, ça va être fini là. Ça commence à sentir un peu le sapin. Enfin, à sentir le sapin. Pas que pour TikTok d'ailleurs. Ouais. Alors je ne sais pas si vous avez tout le monde. C'est les applications récréatives. Voilà, les applications récréatives. Ce qui fait que d'ailleurs c'est assez intéressant parce que ça calme un peu le jeu. C'est-à-dire que c'est plus on cristallise TikTok en disant TikTok c'est les méchants, les autres sont les gentils. On veut pas que les gens utilisent TikTok. Vous pouvez utiliser les autres. Là, voilà, tout le monde est au même niveau finalement. C'est quand même pas mal TikTok. Quand même. Et c'est très français comme stratégie. C'est Netflix, c'est Insta, c'est Meta, c'est Twitter. Oui, mais c'est un peu politique comme décision. C'est très français. Je suis d'accord, mais c'est un signe aussi qu'on ne veut pas se mettre à dos la Chine directement. Pour moi, c'est ça. C'est la décision diplomatique et de dire c'est ce discours derrière. Mais on n'accuse pas la Chine, nous, la France. J'ai lu quelques articles, notamment sur Politico aux États-Unis. C'est très drôle cette histoire d'ailleurs, parce que l'article Politico, ils écrivent en français ou en anglais. L'article en français, il est hyper gentil. Enfin, gentil, je dirais pas ça, mais il raconte que la France bannit les applications. Et l'article en anglais, il est hyper taquin sur la France, qui est un peu dans la mauvaise foi et qui fait semblant de bannir des choses pour pas bannir TikTok. Donc voilà, il y a toujours ce recul-là. Mais c'est vrai que ça sent pas bon pour TikTok, en général. Moi, je faisais partie des gens qui, il y a quelques semaines, pensaient que c'était impossible que TikTok soit banni au vu de sa puissance, de son économie mondiale. Je pensais vraiment pas qu'on était sur un scénario à la Huawei. Je me suis fait, à mon grand malheur, les 5h30 d'audition du patron de TikTok, je faisais au congrès américain. Ah oui, j'ai lu ça sur Twitter, tu as dû te régaler. Ah, c'était long, c'était très très long. Mais surtout, en fait, quand on... Tu avais South Park à côté. Non, même pas. J'ai vraiment tout écouté. T'étais concentré vraiment. Mais il y a eu quelques petites passes d'armes rigolotes quand même, c'était sympa. Mais monsieur Chouchou, là, il s'en est pris, mais... Ah, mais le pauvre, en fait, déjà, c'était un punching ball. Déjà, quand il parlait, on disait, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'êtes pas notre égal, vous n'êtes pas machin, tout ça et tout. On lui posait une question, c'était oui ou non. Il y a eu des questions en mode oui, est-ce que la Chine est responsable pour la mort des Ouïghours? Oui ou non? Attendez, il faut que je développe. Non, oui ou non? Mais je dois développer. Ok, donc vous êtes coupable. Et lui, je vous rappelle que je suis pas chinois, moi je viens de Singapour. Oui, mais quand même. Mais c'est ça, c'est un mélange d'amalgame. Et il y a eu une phrase que j'ai trouvée très juste. Entre TikTok et les Ouïghours aussi, enfin je veux dire. Oui, ça part un peu dans tous les sens. En fait, ça mélangeait beaucoup de choses. Ça mélangeait énormément de choses. Mais il y a eu une phrase d'un congressman républicain qui était intéressante, qui disait: vous avez réussi l'exploit de réunir les démocrates et républicains, vous êtes au même niveau que Vladimir Poutine. Voilà, je pense que tout est dit sur ce qui va arriver à TikTok dans les prochaines semaines. Quand on en est là, face aux États-Unis, les États-Unis divisés, qui sont toujours à se disputer sur tout, qui sont unanimement d'accord pour dire que cette application est chinoise, donc cette application est communiste, donc cette application est dangereuse. Bon, voilà, il faut un miracle pour sauver TikTok à ce niveau-là. TikTok a beau dire on a une économie, on a plein de créateurs derrière nous. La réalité, c'est que ça va pas bien finir pour eux et que l'Europe est un peu en train d'anticiper tout ça en menant ses propres auditions et en s'interrogeant elle-même sur ce qu'elle doit faire de TikTok. Mais après, il y a une réalité derrière quand même, parce que effectivement, il a servi de punching ball. Après, c'est un peu le jeu de ces auditions. C'est toujours comme ça. Oui. Je me souviens quand Zuckerberg était passé, il faisait pas le malin non plus. Non, Zuckerberg. Mais alors, je trouve que j'ai trouvé j'avais aussi suivi Zuckerberg. C'était plus violent. C'était le niveau de violence, c'était beaucoup plus élevé. Là, il s'est vraiment fait maltraiter. Mais il y a quand même des. Il y a quand même de chouchou. Non, Zuckerberg, c'était dur envers lui et ils lui ont montré que c'était eux les patrons, mais ils l'ont quand même respecté en tant que chef d'entreprise américain. Là, lui, il était vraiment un étranger qui n'a pas sa place ici. Il s'est fait traiter de communiste 90 fois, alors que le mec, c'est un économiste de Singapour. Ça n'a pas de sens. Non, mais t'as raison sur le fait que voilà, ils s'en prennent à lui, mais c'est
je pense que c'est pas personnel, c'est ce Non, qu'il bien incarne. sûr. Et il y a une réelle inquiétude derrière sur, effectivement, est-ce que finalement TikTok, c'est l'œil de Pékin dans nos smartphones? Et il y a une vraie interrogation. Et là-dessus, je suis désolé, mais TikTok est pas clair du tout dans ses réponses. Quoi. Absolument. Mais comme Meta est l'œil de Washington aussi, d'un côté. Absolument. Enfin, je veux dire, non. Ouais, peut-être, oui, non, mais peut-être, t'as raison. Oui, mais bon, ils s'en foutent, ils sont américains. Donc, Oui, mais ils ont- le- Non, mais tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une l'économie libre à passerelle l'américain est entre d'autoriser Meta tout. Oui, et mais je le gouvernement américain sur des données sensibles. Oui, mais c'est obligé. Oui, mais je c'est veux des dire. Américains, ils défendent leurs intérêts nationaux. Moi, Non, ça me mais choque pas. ce que je veux dire par là, c'est qu'on pointe toujours du doigt la Chine, mais je pense que de l'autre côté, c'est pareil. Bien sûr, bien Oui, sûr. bien Et sûr. d'ailleurs, nous, on est je au dis- milieu et c'est- on compte les points. Il s'est Il pas l'a mal- dit, il c'est l'a ça. dit à un moment, Il l'a ça. dit à un moment, parce qu'il a dit non, mais attendez, vous vous souvenez, Facebook, Cambridge Analytica, ça vous dit quelque chose? Je crois pas qu'ils étaient plus exemplaires. Enfin, il l'a dit de manière un peu Ouais. plus mesurée parce qu'il était. Oui, Ouais, c'est- il était dans ses avait petits 60 souliers. personnes qui voulaient le tuer. Voilà, donc il y allait mollo, mais c'était quand même ça. Et il avait raison. Mais là, les Américains, ils sont dans leur rôle. Ils défendent leurs intérêts stratégiques et c'est complètement logique. Et il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu, effectivement, de la surveillance. Voilà. Qu'est-ce que l'application TikTok installée sur mon téléphone peut récupérer comme données, faire remonter? Et est-ce que ces informations, à un moment, le Parti communiste chinois y a accès? Et franchement, on n'a pas vraiment de réponse Non, on n'a à pas cette de preuve. question-là. On n'a pas de preuves, donc c'est Mais on très n'a pas de compliqué. preuve de l'inverse non plus. Non, c'est Et- vrai, mais oui, mais même dans leurs Oui, réponses, ils sont j'ai pas vu ambigus. sa réponse, Et, ouais. et l'ambiguïté des réponses fait que tu as quand même plutôt tendance à te dire, bah en fait, il y a anguille sous roche, quoi. Donc bon. Mais quand on connaît non. un peu le fonctionnement, c'est Non, mais- hautement probable même. Oui, c'est ça, Enfin, je veux absolument, dire, absolument. Même si on ne sait pas, on se dit que dans le schéma de fonctionnement de la Chine et du gouvernement autoritaire chinois, c'est hautement probable. Ouais, probable, absolument. Donc tu as cet enjeu-là. alors, pas- En mais tout cas, pas- en tout mais cas, de- ce qui pas- est certain, je suis pas aussi convaincu que le Parti communiste chinois contrôle TikTok. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que il y a une loi en Chine. Je ne pense pas que ce qui soit dit que- contrôlé, c'est peut-être accéder à certaines données à la demande du gouvernement chinois. C'est ce que Voilà, moi, j'allais dire. c'est que j'irai pas plus loin, mais je pense que ça doit être ça. le gouvernement chinois a légalement le droit d'accéder aux serveurs d'une entreprise sur demande, de la même manière que plein de gouvernements dans le monde peuvent faire des demandes comme ça. Sauf que voilà, en Chine, on imagine que c'est plus compliqué de dire non. Après, TikTok a des promesses qui sont pas mauvaises. TikTok dit ils ont un projet qui s'appelle le projet Texas. Il y a quand même le représentant du Texas qui a dit qu'il salissait le nom du Texas. C'est ça. Changer de nom, il lui a dit. Mais alors, Il a changé de nom. C'était alors vraiment lunaire cette audition. Le pauvre monsieur, il a rien demandé. Il se retrouve sali comme ça pendant 5h30, peu importe. Mais le projet Texas consiste à dire que toutes les données des Américains vont être confiés aux serveurs d'Oracle, qui est une entreprise américaine, sur des serveurs basés au Texas. Donc à la fin, en fait, si le truc il est contrôlé par une entreprise américaine, ils ont quand même la preuve, les Américains, que leur version de TikTok, elle tourne pas sur des serveurs en Chine. D'autant plus que là, les serveurs, je crois qu'ils sont à Singapour. Les serveurs, ils sont même pas en Chine. Donc il y a vraiment en fait. Moi, ce qui me dérange dans cette audition, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de volonté de l'écouter, de réfléchir à cette proposition. La décision, elle était prise. Le discours d'introduction de la rapporteuse a consisté à dire voilà, on s'interroge sur TikTok, on s'interroge sur la Chine. C'est pour ça que votre application, on va la bannir. Discours d'introduction. On en est là, quoi. Enfin, il est pas venu pour se défendre, il est venu pour se faire éclater par un gouvernement américain qui a déjà pris une décision. Donc, et je pense que en fait, les alliés de TikTok, c'est finalement les centaines de millions d'utilisateurs. Bah c'est ça. Et d'ailleurs, Chouzichui, c'est marrant parce qu'il a fait un message aussi sur TikTok pour en appeler aux 150 millions d'utilisateurs américains en disant vous êtes 150 millions sur la plateforme. Enfin voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est la moitié des États-Unis. Un moyen de pression. C'est une des seules applications qui ont été téléchargées plus de 3 milliards de fois dans le monde. C'est un truc de fou. Non, mais va dire aux ados et aux jeunes adultes maintenant, ça y est, écoutez les gars, allez sur Facebook ou sur Snap. Oui, mais c'est l'autre problème, parce qu'il y a le côté collecte des données, mais ce qui est reproché aussi par les autorités américaines, et pas seulement à TikTok, c'est la volonté délibérée d'abrutir la jeunesse occidentale. Ouais. Et je dis, ça fait partie d'une volonté, d'un plan stratégique. Et on sait bien qu'il y a deux versions de TikTok. Tu as la version chinoise, où on te montre globalement, en moyenne, des vidéos éducatives courtes, des expériences scientifiques, etc. Et puis la version américaine ou européenne, où on te montre des demeurés, enfin tu vois, pas que évidemment, mais ou des influenceurs divers et variés. C'est pas exactement le même contenu. Donc forcément, c'est aussi ça qui déplaît aux autorités américaines. Mais encore une fois, vous avez raison de dire que c'est deux poids deux mesures, parce que le grand gagnant de tout ça, s'il y a un bannissement, c'est évidemment Meta, évidemment Instagram, qui fait globalement la même chose, c'est-à-dire que voilà, en termes de débilisation de la jeunesse, c'est exactement la même chose. En fait, moi, je préférais qu'on assume la piste de on veut sauvegarder et protéger nos entreprises américaines, et ça serait beaucoup plus simple que d'inventer des menaces de partis communistes, etc. Juste un mot pour terminer. Alors bon, notre temps est imparti, mais je voulais juste dire un mot sur un coup de cœur hardware. C'est la nouvelle enceinte Sonos, la RA300, qui est sortie il y a quelques jours à peine et que j'ai eu le plaisir de tester.
Et alors moi j'adore le son. Parce que on fait un métier où on est toujours très sensible au son, hein, bien sûr. Et j'aime bien tester les casques, les enceintes, etc. Et la toute nouvelle enceinte Sonos m'a interpellé parce que elle est stéréo. C'est la première enceinte stéréo Sonos. Tu sais, c'était toujours des enceintes mono. Pour avoir la stéréo, il fallait toujours en coupler deux. Ouais. Et là, la RA300 est stéréo. Et alors, elle est rigolote, on dirait un Diabolo. C'est-à-dire qu'elle a 2 enceintes de chaque côté. Elle est un peu massive, hein, mais eh ben, écoutez, c'est pour moi une vraie réussite, cette enceinte. Elle a un super son. Tu ressens la stéréo, malgré son volume assez étroit. Compact, quand tu es au milieu, bah, tu sens les effets stéréo. Ouais. Et alors, elle est compatible Dolby Atmos. Et j'étais assez dubitatif concernant le Dolby Atmos. Je trouve qu'avec les AirPods, le son parfois est assez discutable. Mais alors, quand vous mettez via l'appli Sonos des fichiers en Dolby Atmos, vous avez d'un coup un son qui remplit la pièce. C'est hallucinant. Excellent. Alors, il faut être évidemment abonné à un service où il y a du Dolby Atmos. C'est Apple Music et Amazon, je crois. Ouais. Il n'y en a pas énormément. Hein. C'est un peu fastidieux parce que tu ne sais pas trop si ton son est Dolby Atmos. Il faut passer par l'appli Sonos pour que tu saches exactement, etc. On voit que c'est le début. Mais franchement, le son est impressionnant. C'est fou comme un petit appareil comme ça peut restituer une puissance sonore. Et puis, c'est Bluetooth. C'est-à-dire que c'est à la fois Wi-Fi, donc on est dans l'environnement Sonos avec du multiroom, mais aussi si un pote arrive à la maison et que tu veux par exemple lui donner accès à ton enceinte via une playlist, eh ben, il peut se connecter. On perd le Dolby Atmos dans ce cas-là, parce que le Dolby Atmos passe que par le Wi-Fi, mais c'est plutôt pas mal. Bon, c'est 500 €, ouais, hein, quand même. Hein. Ouais. Voilà. Ah, mais bon, la qualité derrière, franchement. À choisir, si vous voulez une enceinte, en tout cas, allez la tester. Hein, elle est bien. Jugez par vous-même. Il y a la RA100 qui est plus petite, qui est mono, qui est aussi. Et tu crois que à 500 € par rapport à la petite de Vialet qui est à 700, c'est compétitif ? Écoute, moi je pense que c'est discutable. L'avantage de la de Vialet, c'est qu'elle est sur batterie. Ouais. Tu peux la transporter. Oui. La Sonos, tu ne peux pas la transporter. Donc c'est compliqué véritablement de les comparer. Okay. Je pense que la qualité sonore de la Sonos doit être un petit peu supérieure. Je pense aussi. Bon, ben voilà. Messieurs, c'était un vrai plaisir que de passer 7 heures ensemble. C'est passé à une vitesse encore plus folle que d'habitude. C'est parler d'IA, ça va toujours très vite. C'est ChatGPT qui a écrit mes interventions du jour. C'est très simple pour moi. J'ai essayé, moi, t'as essayé de te faire écrire des articles. Moi, j'ai essayé les chroniques, mais ça rend pas grand. C'est pas top. On va en parler dans notre émission, mais moi, j'ai un usage d'assistant pour les articles. C'est-à-dire que je lui donne toutes mes notes et je lui demande de me les trier point par point et de me trouver des citations sur des thèmes, et ça marche très bien. Pas mal. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci Anthony avec un superbe t-shirt sur Skynet. Voilà. C'est le Terminator de l'info, hein, Anthony, hein, on peut le dire. Hein, c'est ça. Hein. Je croyais que t'allais dire le Schwarzenegger, mais bon. Oh, le Terminator. Terminator, c'est beaucoup mieux. T'es immortel. Ou alors il faut te tremper dans la. Comment oui, dans la lave. Là, oui, c'est ça. Absolument. Donc, du coup, tu seras de retour la semaine prochaine. Bien sûr. I'll be back. Et alors, Nicolas, toi, tu reviens quand tu veux. Bah, écoute, voilà, avec plaisir. Le bienvenu, chef de rubrique Tech. Chez Numérama. C'est ça. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. On sera là le week-end prochain. À très très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.